Donc, c'est Guillaume, Guillaume, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous faites chez Insunéo, dites-moi? Donc moi, je suis en fait le directeur général du cabinet Insunéo. On appartient en fait à un groupe qui s'appelle LumaCare, qui est une multinationale qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant et qui a en fait 6 bureaux dans le monde, entre l'Europe et l'Asie principalement. Donc voilà, et en fait, Insunéo a été créé il y a à peu près maintenant 2 ans sur la région de Bordeaux, avec comme objectif principal de devenir, on va dire, un des leaders dans la distribution de la distribution de solutions de protection sociale. Donc c'est principalement notre cœur de métier, c'est la protection sociale. Et maintenant on se développe aussi un petit peu sur la branche assurance de biens, mais on va dire que notre cœur de métier c'est la protection sociale des particuliers et des entreprises. D'accord, ok. Et vous avez rejoint la société à quel moment du coup? Alors moi en fait j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai travaillé pendant 5 ans au siège social du groupe en Thaïlande, à Bangkok, où j'étais en fait en charge de la distribution. C'est en fait l'entreprise mère, donc Luma, est une entreprise à la fois de courtier grossiste et de courtage de produits, on va dire, d'assurance pour les expatriés. Et donc moi j'étais en charge pendant 5 ans de la distribution des produits via un réseau de courtiers d'Asie du Sud-Est, qui était principalement basé sur une cible d'expatriés. Un peu comme un inspecteur. Exactement, un inspecteur courtage sur donc toute l'Asie du Sud-Est, principalement la Thaïlande, le Cambodge, la Birmanie, le Vietnam et un peu d'Indonésie dans ce coin-là aussi, mais ce qui représentait un peu moins de chiffre d'affaires sur ce pays-là. Et en fait, à l'après, je suis passé en responsable de développement produit. Encore une fois sur la santé pour les expatriés. Le Covid étant passé par là, j'avais envie aussi de revenir un petit peu dans ma terre natale, de revenir en France. Et en fait, en est venue une discussion avec le fondateur de Luma, qui lui en fait avait une entité en France sur laquelle il n'y avait pas forcément de projet de développement pour l'instant. Et donc du coup, on s'est associé pour mettre en place le développement et l'introduction d'Insunéo dans le groupe Luma. Donc maintenant, ça fait 2 ans que je suis revenu en France et 2 ans qu'on travaille sur le développement de ce cabinet-là. D'accord, ok, joli parcours. Et vous avez donc une façon un peu particulière d'aborder, j'ai vu sur votre site, la prise de contact avec les internautes, qui est, à mon avis, intelligente. On travaille beaucoup avec des courtiers, mais vous proposez donc aux gens d'analyser leur assurance très directement, même si c'est ce que font un peu tous les courtiers. Personne l'annonce aussi clairement sur son site, et j'imagine que ça doit être assez impactant en termes de conversion, parce que les gens, c'est ce que cherchent en fait, faire des économies, gagner du temps, être mieux couvert, mais à faire analyser leur assurance. Au final, c'est le travail du courtier, quoi. Exactement. On est, je veux dire, aujourd'hui en 2025, je pense qu'il faut allier humain et digitalisation. Sans trop se tourner vers de la digitalisation, on perdrait totalement l'aspect humain. Et au final, un courtier, alors parler à des chats ou parler à des robots via un site d'un courtier, je ne pense pas que c'est l'objectif que les gens recherchent. Donc il faut garder ce côté humain, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi faciliter la récupération des informations pour faire notre travail. Et aujourd'hui, ce que les gens, et on a eu aussi un peu l'habitude parce que on a vu les furets arriver, etc. sur le marché, où c'est hyper simple de faire une demande et de remplir un formulaire, sauf qu'après on est rappelé par 100 000 différents assureurs qui d'ailleurs n'ont pas forcément toutes les informations nécessaires pour faire un bon devis. Mais bon voilà, donc nous, notre objectif, c'était vraiment d'essayer de faire des formulaires assez simples pour que les gens ne se sentent pas stressés dans l'idée de remplir justement des besoins ou de demander une analyse gratuite. Donc ça nous facilite déjà pour faire un premier jet sur comprendre, on va dire, vraiment le dossier de clients qui vont arriver via potentiellement notre site internet ou via des campagnes qu'on peut faire. Et ça nous permet de faire un premier jet pour entamer une première discussion et définir, ok, voilà, bon, on a vu que vous aviez ça. On va faire maintenant un premier rendez-vous en physique potentiellement pour approfondir notre connaissance de ce que vous avez pu déjà nous communiquer. Et là, vraiment définir ensemble une voie vers laquelle on va aller, soit par exemple sur l'optimisation de garantie, si on a pu identifier que certaines garanties ne sont pas forcément assez bonnes à nos yeux, ou sur une optimisation de garantie, de cotisation,
dans le cas où on peut le faire. Et donc, on essaye d'allier digitalisation dans la réception des besoins de nos prospects et digitalisation une fois que ces prospects potentiellement sont devenus aussi clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on sait très bien que si on va accompagner un client d'une manière globale, on ne va pas forcément placer notre client chez le même assureur. Sur une partie de mutuelle santé, on va avoir un porteur de risque. Sur de la prévoyance, on aura un autre assureur. Sur de la retraite, on va avoir un autre assureur. Et en fait, aujourd'hui, nos clients, ils se retrouvent avec 2, 3 différents assureurs, 3 différents espaces en ligne à gérer. C'est un petit peu complexe et du coup, les documents pour centraliser leur administration au niveau de leur gestion assurantielle, du coup, c'est assez complexe. Donc, nous, ce qu'on a aussi développé, c'est un espace en ligne, en fait, Insunéo, dans lequel, du coup, nos clients ont accès à l'ensemble de leurs documents, même si c'est via 2 ou 3 différents assureurs. Donc, l'idée, c'est qu'on va aussi apporter donc une expertise et un accompagnement humain, mais on va redonner aussi à disposition de nos clients une digitalisation pour simplifier leur gestion administrative des documents de leur assurance, dans lesquels ils vont en fait juste recevoir les différentes échéances, les différentes conditions particulières, les CG de leur contrat, voilà, et après avec des petites fiches. Et donc c'est assez simple et via en fait notre espace, c'est comme s'ils avaient un résumé de tous leurs différents types de contrats qu'ils ont au niveau de leur assurance, que ça soit en assurance de personnes ou en assurance de biens. D'accord. J'entends comme une espèce de GED. Est-ce qu'elle est augmentée dans le sens où ils peuvent faire des actions comme déclarer un sinistre à travers ce portail ou Alors non, actuellement non. C'est l'étape seconde, ça. D'accord. C'est ce qu'on aimerait vraiment développer. Actuellement, c'est juste un espace sur lequel on peut en gros simplifier la gestion administrative en ayant accès aux documents sans devoir, on va dire, se connecter sur 1 et 2 ou 3 différents extranets d'assureurs. Bien évidemment, l'étape 2, ça serait et ça serait vraiment le top si on arrive à le développer. On essaie de travailler avec aussi l'entreprise avec laquelle on travaille là-dessus. Ça serait de potentiellement avoir des call action, des actions possibles via notre espace, directement sur leur espace assuré, via des API qui connecteraient du coup notre extranet aux extranets assureurs. Je vous cache pas que le secteur de l'assurance étant un secteur très ancien, si on regarde par rapport à depuis combien de temps les gens sont assurés, mais surtout les systèmes sont assez complexes d'un assureur à un autre à adapter. Donc c'est un chantier qui est juste énorme encore aujourd'hui et je pense qu'on pourrait y arriver d'ici quelques années, mais c'est un gros chantier. Quelques années, alors le hasard fait que parmi les différentes choses qu'on fait, on a déjà développé des CRM pour des courtiers, donc se connecter pour faire la tarification. Effectivement, on sort même d'une époque où c'était pire, ils n'avaient pas tous des API. Il y en avait qui fournissaient des feuilles de calcul Excel qu'il fallait parser pour aller récupérer les prix. C'était relativement complexe. Ça n'est pas tant que ça reste des API. Comme on me dit de quelques années, ça m'étonne. Là, c'est plutôt mon côté informaticien. À la base, moi j'ai un master recherche en IA et on fait de l'informatique avant d'avoir été dans le digital. C'est pas si complexe. Ou alors c'est que vraiment vous avez une quantité énorme de fournisseurs à traiter, puisqu'une API sur une API, même si c'est pas la même API, sont toutes construites un peu de la même façon. Là, sur le tarificateur, c'est pas très complexe en soi. C'est ce qu'on a déjà d'ailleurs avec le système qu'on utilise. D'accord. Ce qui nous permet de tarifier. En fait, c'est effectivement, déjà, avec l'outil qu'on utilise, on a voulu simplifier notre travail. Parce qu'aujourd'hui, on a bien évidemment remarqué que on va dire l'étape dans laquelle on passait le plus de temps, c'était déjà pour ne serait-ce qu'avoir un devis auprès de nos assureurs partenaires. Donc, grâce à l'outil qu'aujourd'hui on utilise, on a pu simplifier cela en ayant, on va dire, une centralisation. On remplit les informations de nos clients, on fait notre étude, nos recueils de besoins, on définit voilà les grands paramètres que l'on souhaite avoir sur chaque type de produit. Et ensuite, nous, l'outil va pouvoir directement aller sur l'extranet de nos assureurs partenaires pour tarifier. Donc ça, c'est mis en place, ça fonctionne assez bien. Pas avec tous les assureurs, parce qu'on n'a pas forcément des API avec tous les assureurs. Mais on va dire avec la majorité avec la majorité de nos assureurs avec lesquels on va dire, une grosse production, ça marche bien. Ensuite, sur la partie déclaration de sinistre, oui. Encore une fois, je suis pas forcément le spécialiste là-dedans, donc je ne voudrais pas m'avancer. Mais je pense qu'il y a déjà, premièrement, au niveau des réglementations européennes et au niveau des connexions d'informations et des échanges d'informations, je suis pas persuadé qu'on ait forcément le droit d'avoir accès à ça. Et je pense que c'est principalement ce qui bloque aujourd'hui à donner en fait accès via un espace à nous, potentiellement une API sur
un espace où ils pourraient potentiellement déclarer des arrêts maladie ou des demandes de remboursement. Mais encore une fois, je suis pas le professionnel. On essaie de développer plus une facilitation, on va dire, de notre travail aujourd'hui avec les API sur la tarification, mais on est bien évidemment au courant que ça sera assez important d'essayer de centraliser aussi les démarches, on va dire, de nos assurés pour faire de la déclaration de remboursement ou de la déclaration d'arrêt de travail. On n'y est pas encore, mais oui, je pense que ça peut se travailler, mais du moins, ça ne sera pas pour 2025. D'accord. Vous savez, ouais, il y a peut-être un problème à la fois technique, vous disiez que c'est ancien parce que les assureurs n'ont pas encore prévu des API pour la gestion de sinistres, et à la fois juridique. Ouais. Juridique, il suffit à mon avis que vous n'ayez pas, vous, un regard sur les données. Ça peut se faire récupérer des données anonymisées et oui, tout à fait. À la sortie, les désanonymiser pour l'assureur. Mais peut-être que techniquement, il n'y a pas encore beaucoup d'API. Ils ont surtout mis en place le côté tarification et pas trop la gestion des sinistres. Entendu, en tout cas, c'est la suite logique. Du coup, vous êtes beaucoup dans le digital. Il y a des techniques un peu récentes que beaucoup de courtiers en assurance, soit trop anciens, soit quand ils démarrent, n'utilisent pas trop, qui fonctionnent bien dans l'assurance, comme l'inbound marketing, ce type de choses. Je vois que votre site est hyper moderne. Est-ce que vous avez entendu ce terme? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas forcément? Alors, inbound marketing, pas forcément. Alors, je suis pas le professionnel du marketing. Je suis persuadé qu'on l'utilise, mais si vous pouvez me faire du coup un petit cours de rappel. C'est juste, c'est une autre façon de l'appeler, c'est des tunnels de vente, mais grosso modo, on considère un prospect, c'est plus pour faire des campagnes sur les réseaux, par exemple. Quand on est sur Google, on a des requêtes qu'on appelle intentionnistes. C'est-à-dire, je veux une mutuelle, et donc là, on arrive et directement, on cherche un devis. Sur les réseaux, on va pas forcément faire une pub au moment où la personne a envie ou besoin de changer d'assurance. Donc, on va faire un tunnel avec différents tamis. En bas du tunnel, on appelle ça la phase de curiosité. C'est une boîte qui s'appelle HubSpot qui a théorisé ça. Derrière HubSpot, il y a Salesforce et Google. Donc voilà. Et donc grosso modo, la première étape, on va envoyer, par exemple, imaginons que vous ayez des clients dans le BTP, dans une région particulière. Ça peut être un livre blanc qui va sensibiliser les gens avec des cas clients sur les risques quand on est mal assuré, par exemple, qu'on a fait des économies mais que la couverture ne couvre pas l'intégralité du cas de ce client-là. Enfin, c'est des choses que je sais que auxquelles les courtiers ont souvent affaire, le risque qui n'est pas pris en charge. Et donc un livre blanc pour les sensibiliser en fait à l'intérêt d'avoir une analyse de leur contrat, justement. La deuxième étape, là en général, on ne considère plus qu'ils sont curieux, on considère qu'ils sont en phase d'évaluation, on appelle ça. Et là, ils vont chercher les différentes solutions disponibles pour répondre à leurs problèmes et ils vont chercher à les évaluer. Et donc en deuxième étape, quand on voit par on appelle ça du scoring, que le prospect a passé certaines étapes, on va lui envoyer plutôt des documents pour évaluer les différentes solutions, bien sûr en valorisant la solution que représente un Suneo. Et puis la troisième étape, on considère qu'il est en phase de décision et on lui envoie des call to action là, et des arguments sur la marque. On lui a déjà expliqué que avoir un courtier, c'est mieux peut-être que d'aller sur un comparateur en ligne ou un agent général avec les inconvénients qu'il y a. On leur explique tout ça, puis après on leur explique pourquoi un Suneo c'est le meilleur courtier pour eux en dernière étape. Et donc c'est des séries de mails en fonction du comportement des gens, à la fois sur le site et dans les mails, qui mènent à un parcours client hyper personnalisé en fait, quoi. Voilà, c'est ça grosso modo. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais alors on a, je sais que sur le groupe, sur Luma, on utilise bien évidemment ça. Parce qu'on a aussi une équipe marketing un petit peu plus complète en Asie que ça ne l'est actuellement en France. Oui. Mais oui, on n'a pas encore à maximiser, on va dire, un tunnel comme celui-là en France actuellement. Mais on essaye tout de même de l'ensemble des visiteurs qu'on arrive à avoir sur le site, de garder quand même un lien avec eux pour qu'ils entendent parler d'un Suneo, même si en gros ils n'ont pas forcément, comme vous le dites, un besoin instantané. On essaie quand même de garder un lien avec eux, ne serait-ce que sur une partage d'informations. Vous verrez, mais nous, par exemple, on travaille aussi sur pas mal de guides de prévention liés à la santé. On travaille avec des médecins conseils où on travaille en fait sur des guides de prévention mensuels. Et donc, l'idée, c'est qu'on partage aussi ces informations-là qui sont en fait au départ des informations pas du tout forcément liées au besoin de changer sa mutuelle ou sa prév, mais qui permettent de générer, on va dire, aussi de l'intérêt
sur nos prospects ou sur nos visiteurs, en disant que voilà, on a aussi du contenu. L'idée, c'est pas qu'on n'est pas qu'un seul courtier en assurance, on est plutôt aussi un partenaire de santé. Et en fait, on a pas mal de retours assez positifs là-dessus, en disant que au final, on gagne de la crédibilité aussi en donnant des informations plus ou moins liées à notre travail, mais aussi en nous démarquant, pas juste en étant un courtier, mais plutôt en fait un partenaire de santé, en les aidant à améliorer leur garantie, mais aussi en les aidant à avoir plus de prévention liée à leur santé, par exemple, sur différents types de cancers, sur les yeux, sur plein de choses, quoi. Donc, on a une rubrique guide de prévention sur notre site aussi, sur lequel on essaie de quand même booster aussi pas mal ça, donc ça fonctionne plutôt bien actuellement. Ouais. D'accord, oui, vous faites ce qu'on appelle du reciblage aussi. Alors déjà, vous avez un peu le bas du tunnel de l'inbound marketing où vous allez chercher les gens par rapport à leurs problèmes, en fait, ce qu'on appelle nous la curiosité, et vous voyez ce que c'est le reciblage, c'est les visiteurs de votre site, vous leur envoyez une publicité, soit sur Facebook, soit sur... il y a différents canaux pour ça, quand ils ont déjà venu, et puis là, vous leur proposez vos guides, en gros, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est une première bonne étape. Mais vous avez quand même un service marketing ici en France où tout se passe On a une personne qui gère ici sur Bordeaux. Et après, on chapeaute aussi pas mal avec la directrice marketing du groupe, qui elle est franco-vietnamienne. Donc c'est assez simple aussi d'avoir justement alors même si la personne parle en anglais aussi au sein de notre cabinet en France, mais elle comprend aussi les besoins. C'est vrai que parfois avoir même une aide, on va dire marketing en Asie, mais qui a par exemple plutôt l'habitude de faire des campagnes en anglais sur des mots-clés anglais. En fait, ils ont un peu du mal aussi à cibler correctement, on va dire, le calibrage d'une campagne en France les mots-clés sont différents. Si on met sur un traducteur, c'est pas pareil, quoi. Donc, même les messages, on va pas un public anglophone, un public français, on l'attrape pas de la même façon. On parle pas du tout de la même manière. Donc, on a la chance d'avoir une directrice marketing qui est sur l'ensemble du groupe, qui est franco-vietnamienne, française, qui a habité longtemps aussi en France, qui chapeaute avec une autre personne sur Bangkok ces stratégies-là. D'accord. Et là, du coup, sur Insunéo France, vous êtes DG, vous êtes combien de personnes en France? Aujourd'hui, le cabinet, on est 4 personnes au sein du cabinet. Donc, on a une personne qui gère le marketing et on a 2 gestionnaires. Et donc, du coup, moi qui est sur la partie plutôt vente. On est organisé comme ça avec un objectif de recruter encore 1 à 2 personnes de plus sur la partie vente. On va dire une position mixte entre gestionnaire et vente, quoi. D'accord, ça fait peu d'habitude qu'il y a beaucoup plus de commerciaux que de gestionnaires. C'est rigolo d'entendre qu'il y a qu'un seul commercial et 2 gestionnaires. Le gestionnaire a quand même aussi une activité de vente dans le cas où on en a besoin. Maintenant, et c'est souvent, je pense que c'est le cas souvent sur des cabinets de courtage qui démarrent. On mise tout sur la vente pour bien évidemment agrandir le portefeuille le plus rapidement possible. Et parfois, on néglige un peu. On néglige un petit peu l'accompagnement et la rétention des contrats sur lesquels on a passé quand même pas mal de temps à le faire, puisque au démarrage, quand on est tout nouveau, qu'on essaie de développer la marque employeur, l'image de marque de l'entreprise, ça prend quand même beaucoup plus de temps que 3 ou 4 ans après où c'est bien posé et les leads arrivent tout seuls, quoi. Ouais. Et au final, on néglige pas mal ça. Et donc nous, et c'est aussi sur la même vision, on va dire, du groupe, c'est que la gestion a toujours été au centre, on va dire, de l'UMA et du groupe. Et donc, nous, on a toujours vraiment positionné là-dessus. Nous, notre objectif, c'est si un client a une question, dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent, il doit avoir une réponse, quoi. Donc, si on n'a pas de gestionnaire et si on n'a que des commerciaux qui sont bien évidemment focalisés sur envoyer des devis, répondre assez rapidement aux différents besoins entrants et qu'on oublie un petit peu ces personnes-là. Voilà. Donc, on a vraiment positionné une équipe de gestion assez forte au sein du cabinet qui avait une double casquette au début et maintenant, on va recibler un petit peu plus maintenant que c'est bien structuré au niveau de la gestion, recruter un petit peu plus sur la partie vente et moi, je vais un petit peu aussi me délaisser de cette partie-là pour avoir un peu plus de vision stratégique sur l'ensemble du cabinet. Oui, d'accord. Ça démarre, c'est une belle aventure en tout cas. J'ai vu que vous étiez un ancien de Cage. Oui, tout à fait. Il y a un article sur Alumni Cage qui parle de vous. Et du coup, en dernière question, si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui démarre dans le courtage aujourd'hui, c'est un métier quand même complexe, mais
c'est un métier qui en rend heureux certains. Qu'est-ce que vous lui diriez? Déjà, premier point, souvent les jeunes, ils ont un peu... Parfois, même nous, on a eu des alternants au sein du cabinet. Hein. Ouais. Les assurances, c'est pas forcément quelque chose auquel on touche quand on est jeune. C'est souvent les parents qui s'en occupent. Donc très souvent, les personnes qui ont 18, même voire 23, même à la fin un peu en sortie d'école de commerce, ils n'ont pas eu encore quelques années d'expérience à aller essayer de négocier des contrats, à comprendre l'importance d'être bien couvert si, par exemple, on commence à avoir une maison ou qu'on commence à avoir un foyer, une famille, assurer la santé, qu'on sait gérer une orthodontie pour des enfants. Voilà, il y a quand même beaucoup de sujets. Au final, un jeune n'arrive pas forcément encore à comprendre ça. Mais en fait, aujourd'hui, l'assurance, c'est au milieu de toute, aujourd'hui, notre société. On a de plus en plus de risques qui sont face à nous et on doit être de plus en plus assuré, quoi, et encore mieux assuré. Donc, en fait, aujourd'hui, l'assurance, c'est un secteur qui existe depuis des décennies et c'est un secteur qui continuera de toute manière à se développer et qui sera toujours lié au développement de la société. Avant, on n'avait pas forcément d'assurance pour le cyber. Et aujourd'hui, par exemple, l'assurance cyber, ça devient l'une des branches sur lesquelles tous les assureurs doivent se positionner parce qu'on sait qu'on a énormément de risques, on a beaucoup de hackers, etc. Donc au final, pourquoi déjà choisir l'assurance? C'est parce que je pense que c'est un secteur qui continuera à se développer tout le temps avec la société et au plus proche de la société, quoi. Et ensuite, pourquoi se lancer dans l'assurance? Enfin, du moins ça c'est mon avis. C'est aujourd'hui parce que ça reste quand même un métier d'humain, quoi. On a bien évidemment de la digitalisation. Il faut simplifier les démarches d'un courtier, simplifier les démarches d'un assuré. Mais à la fin, et je l'espère que ça restera encore comme ça un petit peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, les gens lire des CG ou même aller sur Internet, mettre sur ChatGPT un résumé des conditions générales, par exemple, d'un contrat. Les gens ne sont pas forcément ils se sentent pas assez sécurisés en ayant ces informations-là. Et donc, cet aspect humain accompagné, donner vraiment des explications à des contrats qui sont complexes, etc. Je pense que c'est aussi ça qui fait aussi la beauté du boulot, c'est de vraiment être un support humain et d'accompagner nos clients comme ça, quoi. Donc, un secteur qui continue à se développer, un secteur qui reste humain et c'est ça qui fait quand même la beauté, on va dire, du courtage et de l'assurance en général, quoi. Donc voilà, ouais. J'espère que les jeunes seraient motivés après avoir écouté ce type de message. Eh bien, écoutez, il y a des chances. Je vous remercie en tout cas pour votre temps. Et là, du coup, je vais couper la caméra. Hop.